Bienvenue à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, bonjour à tous, je répète bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nicolas Dessèze. Nicolas Dessèze, c'est un de nos intervenants fidèles du master. Et donc, il va nous parler plus spécifiquement aujourd'hui de la gestion des moyens de paiement face à cette crise et notamment du fait de la distanciation sociale. Quel impact ça va sur notre vie quotidienne, sur la gestion des moyens de paiement. Nicolas Dessèze, je te laisse te présenter. Tu es à la Banque de France et tu nous fais le plaisir d'intervenir. À toi. Merci beaucoup, Gunther, et à nouveau, bravo pour cette initiative extrêmement sympa. Donc, j'ai eu effectivement envie de vous parler des aspects, des relations entre Covid et paiement. Donc, je suis un ancien directeur général de la Banque de France, en retraite active et notamment avec l'enseignement depuis que je suis parti en retraite en fin 2015. Et j'enseigne donc dans le Master 2. C'est un cours qui s'appelle le paiement et infrastructure de marché et que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, particulièrement cette année. Et il m'a semblé qu'il y avait des choses intéressantes à raconter aussi sur l'aspect paiement. Donc, j'ai préparé des slides pour illustrer et structurer mon propos. Bon, je rappellerai très vite quelques notions de base pour ceux des étudiants qui nous suivent et qui n'étaient pas dans mon cours. Ensuite, voir un petit peu comment est-ce que les banques centrales ont traité le problème Covid-19 et la façon dont elles traitent en communication sur leur site. Et ensuite, un focus sur Covid-19 et les paiements avec quelques clés de lecture que je voudrais vous donner d'un certain nombre de débats que vous avez pu apercevoir dans votre vie courante ou en lisant les journaux ces temps-ci. Notion de base, je vais très vite, puisque c'est le master MBFA, donc M comme monnaie. Les trois fonctions de la monnaie, les trois fonctions traditionnellement d'évoluer la monnaie, c'est être unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Intermédiaire des échanges, c'est-à-dire moyen de paiement. Donc la typologie des moyens de paiement, encore une fois, je vais très vite. Il y a d'un côté la monnaie fiduciaire, les billets et les pièces, et de l'autre côté, les moyens de paiement scripturaux, cartes, virements, prélèvements, chèques et monnaie électronique. Alors, sur la façon dont les banques centrales ont traité la crise Covid-19, je n'entre pas bien sûr dans les aspects de politique monétaire tels qu'ils ont été brillamment exposés, notamment par Isabelle il y a quelques jours. Je prends un angle plus modeste, mais qui consiste à regarder comment est-ce que les banques centrales communiquent sur leur action en matière de Covid. Donc là, c'est un exemple, bien sûr, la BCE, avec donc sur le blog de la BCE un message important de Christine Lagarde qui remonte à il y a quelques jours, mais ça se poursuit. De la même façon, la Fed américaine communique sur l'ensemble des mesures prises à propos de la crise Covid-19. Vous voyez ici, dans le haut de la slide, le slogan de la Fed, The Federal Reserve, the Central Bank of the United States, provides the nation with a safe, flexible and stable monetary and financial system. Donc, certaines banques centrales affichent leur slogan. C'est de la même chose pour la Banque d'Angleterre, promoting the good of the people of the United Kingdom by maintaining monetary and financial stability. Et ensuite, sur le site de la Banque d'Angleterre, on voit tout ce qui a été fait pour faciliter le financement des entreprises et autres éléments de réponse. Je précise que les slides sont à votre disposition. Et deuxièmement, qu'elles sont, pour ceux des étudiants qui connaissent, avec beaucoup de liens hypertextes qui permettent de remonter vers les documents qui pourraient éventuellement vous intéresser. Autre coup d'œil, la Banque centrale du Canada, donc dans la version française de son site. Là aussi, elle se présente, tout ça, la Banque centrale du Canada, les employant à préserver la valeur de la monnaie en maintenant l'inflation à un niveau stable. Et puis, elle affiche les mesures prises pour soutenir l'économie dans le cadre du Covid-19. La Banque de France aussi communique avec, ça c'est pris sur son site, il y a une partie
du site Banque de France qui a été consacré aux mesures de soutien liées à la crise sanitaire pour les entreprises, avec toute une mosaïque d'éléments montrant ce qui a été fait. Donc ça ressemble un peu à ce qui a été présenté par les autres banques centrales. Mais l'un des éléments supplémentaires qui a été proposé par la Banque de France, et à mon sens assez unique dans son genre, c'est d'avoir aussi une partie pédagogique, c'est-à-dire une partie du site qui s'appelle Covid-19 et économie, les clés pour comprendre. Et ça me paraît intéressant de vous le signaler. Parce que vous voyez, il y a une série de questions et de réponses à des questions. Il y a aussi des vidéos, etc. Mais pour prendre quelques-unes de ces questions, je n'entre pas dans le détail, mais l'argent créé par la BCE doit-il être remboursé? Par qui? Que fait l'Europe pour nous aider dans cette crise? Une série de questions qui donnent des clés pour comprendre avec des réponses qui se veulent simples et pédagogiques. Et puis, à l'intérieur de cette série de questions, c'est là que j'arrive sur la partie paiement, il y a une série de questions concernant les paiements, avec, par exemple, peut-on être contaminé au Covid-19 par l'argent liquide? Un commerçant a-t-il le droit de refuser des espèces? Je veux payer sans contact, quels sont les moyens de paiement qui s'offrent à moi, etc. J'imagine que Pierre Bienvenu a dû être sollicité pour préparer les éléments de réponse à ces questions sur les paiements. Et donc, je les cite rapidement, mais je voudrais en prendre quelques exemples ensuite pour illustrer un peu la façon dont les réponses à ces questions ont pu être élaborées et aussi le but de cet exercice. Et si je prends par exemple ces deux questions à propos des paiements en liquide, peut-on être contaminé au Covid-19 par l'argent liquide? Et la question suivante, les billets restent-ils facilement accessibles sur le territoire pendant la période de confinement? L'élément de réponse sous les yeux de la slide, c'est de voir comment ensuite ces termes de référence qui se veulent assez simples et néanmoins un petit peu élaborés se retrouvent dans la bouche du gouverneur, par exemple, dans une interview qu'il a donnée au journal du dimanche il y a quelques jours. Et ça se concentre en deux messages. Les billets de banque ne sont pas plus porteurs de virus que d'autres objets. Les distributeurs sont normalement approvisionnés. Et par ailleurs, vous pouvez payer sans contact et le compte sans contact dont le plafond vient d'être porté à 50 €. Donc, vous voyez, on a ce travail d'élaboration de termes de référence qui est ensuite réutilisé dans diverses occasions. J'ai pris cet exemple de l'interview du gouverneur au journal du dimanche. La veille, il avait été auditionné par la commission des finances du Sénat. Il avait également puisé dans ce type de termes de référence. Alors, un autre exemple, là aussi, je n'entre pas dans la lecture complète, mais je veux payer sans contact. Quels sont les moyens de paiement qui s'offrent à moi? Donc, il y a quelques indications sur les cartes de paiement sans contact. À l'époque où cette réponse a été faite, c'était avant l'annonce du relèvement du plafond. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais il est également indiqué qu'au-delà de, si on veut s'affranchir de la limite, il est aussi possible de payer sans contact avec des téléphones mobiles équipés de la technologie NFC ou des solutions digitales proposées telles que Paylib. Donc, il y a des choses assez pratiques là-dedans. Autre exemple de question, j'ai bénéficié d'une téléconsultation avec mon médecin et il n'accepte pas la carte de paiement. Comment est-ce que je peux le payer? Vous pouvez le payer par virement ou bien éventuellement par virement instantané avec des solutions qui sont en train d'apparaître et qui sont assez simples. Les sages suivantes, réponse est non, parce que les espèces sont cours légal en France, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser dans le cadre d'une transaction, avec des limites néanmoins en termes de montant en dessous. Et qu'est-ce qui fait que de 60 millions de consommateurs titrés, est-ce légal de refuser l'argent liquide? Et effectivement, c'est quelqu'un qui dit, voilà, j'étais à la pharmacie, j'ai voulu payer en liquide et la pharmacienne a refusé en montrant qu'il avait mis un panneau pour dire qu'il n'accepte pas les paiements en espèces. Est-ce qu'elle a le droit? Et donc, la réponse, c'est en temps normal comme en temps de Covid. La réponse est clairement non, selon l'article machin truc du Code pénal. Mais ce qui est intéressant de savoir, et c'est la partie droite de ma slide, c'est que, en fait, la question a pris cette ampleur parce qu'elle a été aussi remontée au défenseur des droits, Jacques Toubon,
qui a donc publié le 6 avril un communiqué rappelant que les paiements en espèces ne peuvent être refusés. De nombreuses personnes en situation de particulière vulnérabilité économique ne disposent pas de carte de paiement. Les refus de paiement en espèces ont donc pour effet de priver ces personnes de l'accès aux produits de première nécessité. Donc, le défenseur des droits rappelle le refus d'accepter les espèces est interdit par la loi et il est donc illégal. Donc, ça, c'est une position juridique, mais donc qui vient d'une instance de niveau très élevé, le défenseur des droits. Et c'est en partie ce type de choses qui fait que cette question a émergé dans le débat, parce qu'effectivement, ça n'est pas si simple que cela. Et effectivement, il y a une partie de la population qui se trouverait dans l'impossibilité de faire des achats de première nécessité si on n'acceptait pas les espèces. Donc voilà. Alors une autre histoire intéressante à raconter, c'est à propos du relèvement du plafond du paiement sans contact. Donc, comme indiqué dans l'interview du gouverneur à laquelle je faisais référence tout à l'heure, le plafond va être relevé à 50 € à partir du 11 mai. Cela étant, ça a été une histoire un petit peu compliquée, en ce sens que dans un premier temps, quand le sujet a émergé dans le débat illustré par cet article des Échos du 27 mars, la position de la France, c'est-à-dire en fait des banques françaises et du groupement des cartes bancaires, c'était de dire c'est une fausse bonne idée, c'est surtout pas le moment d'aller déstabiliser un système de paiement par carte qui fonctionne bien, relever le plafond du paiement sans contact, que c'est une opération industrielle lourde, qui va nécessiter des tests, etc. Et c'est prendre un risque de réalisation qui n'est pas acceptable. Et donc, au départ, la communauté bancaire française et donc la Fédération bancaire française et puis le groupement des gardes bancaires étaient extrêmement réticents. Cela étant, ensuite, comme il y a eu d'assez forte pression, le débat a évolué. Donc, point d'étape, j'ai pris cet article de l'AGFI du 9 avril qui dit, bon, les choses sont en train de bouger et ça pourrait être prochainement annoncé. Et il est dit, les banques ont visiblement cédé à la pression des autorités des commerçants. Jusqu'à présent, elles évoquaient des freins techniques pour opposer cette mesure, mais apparemment, les idées évoluent. Et effectivement, le 17 avril, il y a eu l'annonce du relèvement du plafond du paiement sans contact. Et donc, avec ces deux articles que j'ai pris, il y en a eu beaucoup, le Parisien et le Revenu, qui annoncent ce relèvement à compter du 11 mai. Et là, donc, en fait, derrière ces articles, il y avait deux communiqués. Un communiqué conjoint du groupement des cartes bancaires de Mastercard et Visa, c'est ce que vous voyez sur cette slide, dont j'ai repris dans la partie droite en plus gros caractère les éléments essentiels. Donc, l'ICB et ses membres, ainsi que Mastercard et Visa, ont décidé de relever le plafond des paiements sans contact par carte de 30 à 50 €. Bien noté, ont décidé, pour ne pas donner l'impression à la lecture de ce communiqué qu'ils sont cédés à une pression, mais ils ont décidé. Donc, et il y a deux idées ensuite qui sont développées. Sécuriser le déploiement de cette mesure, c'est une opération lourde et il faut que les choses se passent bien pour la mise en opérationnelle à partir du 11 mai. Et ensuite, donc, accompagner la réouverture progressive des commerces dès le 11 mai. Et donc, ça, c'est la façon dont le groupement carte bancaire, Visa et Mastercard ont communiqué sur cette décision. Et le même jour, le gouvernement, enfin le ministère de l'économie et des finances, publiait un communiqué indiquant que Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, accueille avec satisfaction la décision des banques françaises de relever de 30 € à 50 € le plafond de paiement sans contact par carte bancaire. Cette décision, fruit d'un travail étroit du ministère de l'économie et des finances, permettra de payer de manière facile, etc. Donc, vous voyez, on a finalement un consensus sur ce relèvement, mais effectivement, il y a eu pas mal de concertations sur le sujet
et c'est intéressant de voir comment les choses se sont préparées. Nicolas, si Oui. je peux me permettre, Pierre, j'interviens parce Oui. qu'il y a une question qui est intéressante de Clément par messagerie qui dit: le problème du sans contact est-il lié à une crainte de perte de liquidité pour certaines banques? Alors, si je peux répondre très rapidement, non, c'est absolument pas lié. Les quelques hésitations qu'il y a eu sur le sans contact sont liées au fait, d'une part, que techniquement, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Du sans contact, il n'y a aucune vérification que vous êtes bien le titulaire légitime de la carte. Donc, plus on augmente le plafond du sans contact, plus il y a de risques de fraude. Donc, c'était pour ça que toute question qui conduit à relever les plafonds du sans contact est prise avec prudence. Cela étant, on a bien conscience collectivement, hein, les banques, les autorités publiques, que payer sans contact est aussi un geste barrière. C'est-à-dire que quand vous payez sans contact, vous n'avez pas à toucher les touches du clavier pour taper votre code PIN en magasin. Et c'est pour cette raison-là que, en mettant tout dans la balance, à la fois les contraintes techniques, les risques sur la fraude, mais aussi les bénéfices attendus sur le geste barrière, il a été accepté de relever progressivement. Ça va se faire au cours des 2 prochains mois, selon des modalités techniques que je vous épargne, que le sans contact, le plafond du sans contact a été relevé. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je précise que Pierre Bienvenu, qui est un de mes bons copains de la Banque de France, était mon invité lors du cours que j'avais fait le 22 janvier sur les moyens de paiement, et il a bien voulu se libérer pour se joindre à moi aujourd'hui, ce dont je le remercie. Alors, autre focus, c'est triste à dire, mais malheureusement, et vous l'avez certainement observé dans votre vie courante, le Covid-19 a été aussi une occasion de développement des arnaques. Alors là, par exemple, j'ai pris ceci sur le site un site très intéressant, un site gouvernemental qui s'appelle cybermalveillance, gouv.fr, pour l'assistance et la prévention du risque numérique. Et sur le site de cybermalveillance, il y a coronavirus, Covid-19, appel au renforcement des mesures de vigilance cybersécurité. Que vous voyez dans la partie que j'ai prise en bas de l'écran, la situation de crise mondiale générée par l'épidémie Covid-19 suscite des craintes légitimes. Comme à chaque événement exceptionnel, il faut avoir conscience que les cybercriminels cherchent à tirer profit de la précipitation et de la baisse de vigilance des personnes directement ou indirectement concernées pour les abuser, et qui va se retrouver amplifié par l'accroissement de l'usage du numérique lié aux mesures de confinement. Il est donc primordial de redoubler d'attention pour ne pas tomber dans leur piège. Donc là, en cliquant sur le lien de ce site, ce que je ne ferai pas bien sûr, pour ne pas perturber la présentation, mais vous pouvez voir de plusieurs détails toutes les mesures qui sont proposées ou suggérées pour se prémunir. De la même façon, à propos de ce thème gare aux arnaques, le groupement des cartes bancaires a signalé sur son site internet vigilance fraude, les gestes barrières à adopter contre les arnaques liées au coronavirus, avec un certain nombre de recommandations. C'est la partie en bas à gauche de ma slide. Gestes barrières à adopter contre les arnaques liées au coronavirus. Ne téléchargez pas d'applications en dehors d'Apple Store et Google Play Store, et autres recommandations de ce type-là. Et par ailleurs, sur un plan un petit peu différent des paiements, mais je le signale quand même, la CPR, la Banque de France et l'AMF ont été amenés à mettre en garde le public contre les risques d'arnaque via notamment des démarchages téléphoniques, au courrier frauduleux ou autres, et qui abusent de la crédulité des personnes qui sont jointes. Et donc, il y a eu effectivement ils ont pas mal de communication sur cette mise en garde contre les arnaques qui sont malheureusement liées à ce type d'événements exceptionnels. Alors, autre chose qui m'a paru intéressante, et en fait c'est en suivant il y a une dizaine de jours une visioconférence organisée par l'INSEE dans le cadre des Printemps de l'économie, que je m'en suis rendu compte, parce que je ne suis pas lecteur très assidu des points de
des études de conjoncture de l'INSEE, mais j'ai réalisé, peut-être que Pierre Bienvenu pourra donner quelques éléments complémentaires, que l'INSEE avait complété sa panoplie d'outils d'analyse statistique et comportementale avec les données de paiement par carte bancaire. Et là, j'ai repris quelques éléments de l'étude de conjoncture publiée le 9 avril par l'INSEE, où on se rend compte que ça a été extrêmement décidé ou discuté avec l'INSEE, entre l'INSEE et le groupement carte bancaire. Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est pour les études de conjoncture habituelles qui sont faites, les données carte bancaire n'étaient jusqu'ici pas utilisées. Et en fait, la réalisation de la crise et le confinement en mars a mis un petit peu les économistes dans une impasse. Et très rapidement, en fait, pour estimer l'impact sur la consommation, est venue l'idée d'utiliser les données de carte bancaire, qui sont des données très fiables et faites au jour le jour, parce que en France, la très grande majorité des transactions de consommation se font par carte bancaire via notre réseau national pour les cartes bancaires qui s'appelle Carte bancaire et qui du coup centralise d'une certaine façon beaucoup des transactions qui sont faites en France. Donc c'est très représentatif. Il y a à peu près 90% des transactions qui sont faites par ce réseau carte bancaire plutôt que par les réseaux internationaux que vous connaissez mieux comme Visa et Mastercard. Et donc du coup, en fait, avec la crise, on a touché un petit peu plus concrètement ce qu'on appelle en prévision économique le nowcasting. Et pour vous dire très concrètement, en fait, effectivement, rien que ce matin, les données sur les transactions qui ont été faites hier me sont parvenues et sont ensuite partagées avec les économistes de l'INSEE et puis de la Banque de France qui mettent à jour leurs modèles de prévision économique à très court terme. Donc, ça a été un outil très utile pour mesurer l'impact de la crise, pour estimer l'impact de la crise sur le produit intérieur brut trimestriel et annuel à venir. Ok. Merci beaucoup, Pierre. Alors, autre focus, Covid-19 et aide au commerce. Alors, effectivement, comme on l'a vu à propos des slides précédentes, il y a une évolution des modes de consommation, des modes d'achat. Et l'un des défis, ça a été d'aider les commerces, et notamment les petits commerces, à passer au mode de vente à distance et de pouvoir offrir aux commerces des solutions concrètes et opérationnelles pour pouvoir continuer de vendre. Si je prends un exemple personnel micro anecdotique, comme je suis très scrupuleusement les règles de confinement, nous nous approvisionnons, ma famille et moi, on s'approvisionne par livraison. Et en fait, il y a dans notre rue un magasin qui s'appelle Les Saisonniers, qui est très sympa, c'est avec des produits de la ferme. Mais pour les payer, ils acceptent que le chèque. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est pas génial, mais la plupart du temps, donc ça se passe par paiement à distance, par carte, bien sûr. Et donc, certains commerçants ont été amenés à se reconvertir assez vite à la vente à distance et a mis en place tout un dispositif visant à aider les commerçants à poursuivre une fiche pratique sur les précautions sanitaires à prendre, la façon de présenter de préparer les livraisons, etc. Et aussi des éléments de solutions de paiement avec, ça a mis en évidence deux offres qui étaient Lydia et Pélib, qui sont donc décrites dans ce document qu'on trouve sur le site gouvernemental et qui indiquent, donc ce sont des offres préférentielles pour aider les commerçants qui en avaient besoin à pouvoir se convertir à
fourniture à distance. Je ne sais pas si Pierre, tu as quelque chose à ajouter là-dessus, parce que ça a mis effectivement l'idée Paylib en exergue, mais peut-être d'autres solutions. Bon. Non, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les habitudes, la crise est l'occasion de modifier ces habitudes d'encaissement. En France, on a une stratégie concernant les paiements qui consiste à préserver une grande diversité de moyens de paiement pour répondre à tous les cas d'usage. Il y a l'argent liquide qui reste, qui a aussi des effets positifs sur l'inclusion financière. Il y a le chèque qui reste. Et carte bancaire, mais évidemment la crise met en avant ces solutions de paiement sans contact ou via mobile qui sont de plus en plus efficaces et qui sont de plus en plus utilisées par les commerçants. Mais la stratégie nationale, c'est d'avoir une diversité de moyens de paiement et que tous ces moyens de paiement, quelles que soient les circonstances, continuent de fonctionner. Et jusqu'ici, on va dire, malgré les circonstances un peu exceptionnelles, tous les moyens de paiement continuent de fonctionner dans des circonstances très satisfaisantes. Et merci beaucoup. Donc le dernier focus, c'est ça, c'est un petit peu un clin d'œil à mes étudiants parce que ça a à voir avec le sujet de leur examen que je leur ai fait passer à distance le 23 mars, c'est-à-dire la monnaie digitale de banque centrale. Et donc là, je voulais vous signaler un article très intéressant paru début avril dans le bulletin de la BRI, BIS en anglais, qui s'intitule donc Covid-19, Cash and the Future of Payments. Et donc cet article, je trouvais très intéressant parce que d'une part, il reprend la problématique de risque de transmission par le cash et donc il est dit que les études scientifiques ont montré que la probabilité de transmission via des billets est faible comparée à d'autres moyens de paiement, notamment quand on est en paiement avec composition du code PIN. Et d'autre part que néanmoins certaines banques centrales ont été amenées à stériliser les billets, à prendre un certain nombre de mesures pour favoriser les paiements sans contact. Donc il y a tout un ensemble de choses. Et puis sur une vision plus prospective, ce qui se passe actuellement est susceptible de susciter à terme un développement de ce que, dans le cadre d'une digitalisation de la société, d'une monnaie digitale de banque centrale. Alors, ces quelques idées se trouvent illustrées dans ces quelques slides suivantes, à savoir que ça, c'est la partie scientifique sur l'aspect propagation ou non du virus, avec quelques éléments qui sont illustrés par ces graphiques et puis le petit texte que j'ai concentré en bas de page qui relaye cette idée qu'en fait, je dirais, la propagation n'est pas pire par le billet de banque que par d'autres moyens. Ensuite, il y a une sorte de cartographie assez subtile, avec d'autant plus que c'est une échelle logarithmique, avec des banques centrales, de panorama des banques centrales qui font la promotion du cash et où des mesures qu'elles ont prises pour éventuellement stériliser. Donc c'est une étude, je n'entre pas dans le détail. Mais ensuite, ce que je voulais surtout mettre en évidence, c'est que donc à terme, ce qui se passe actuellement est susceptible de pousser le développement de moyens de paiement de banque centrale qui soient autres que les billets
telles qu'on les a actuellement, ce qu'on appelle une monnaie digitale de banque centrale. Et donc, avec ces indications sur lesquelles il faut faire attention à ce que l'évolution des moyens de paiement ne se traduise pas par ce qui s'appelle une payment divide, c'est-à-dire de faire une fracture au sein de la société entre ceux qui ont accès à ces moyens de paiement modernes, performants, et ceux qui n'y auraient pas. Et pour des raisons à la fois financières ou techniques ou culturelles ou autres. Donc éviter cette fracture. Néanmoins, cela conduira à regarder avec plus d'attention encore ce sujet d'une évolution vers des monnaies digitales de banque centrale. Et donc, c'est un sujet de réflexion. C'est ce en quoi, je précise d'ailleurs que c'est en fait la lecture de cet article qui m'a donné l'envie de répondre positivement à l'excellente initiative de Günther, parce que cette étude, je vous en recommande la lecture parce qu'elle est assez intéressante. Elle est faite par des économistes de la BRI. Et juste pour une petite touche d'actualité toute récente, parce que ça a été publié il y a quelques jours, le 20 avril, la DNB, la Banque centrale des Pays-Bas, a publié une série d'articles dans son bulletin qui vient de sortir sur les paiements et la crise sanitaire. Et en particulier, elle en profite pour se positionner et afficher ses ambitions sur les travaux que les banques centrales commencent à développer sur la problématique d'une monnaie digitale de banque centrale, comme l'avait déjà fait la Banque de Suède, et là, la Banque des Pays-Bas se positionne également. Et donc, voilà, j'en ai terminé. Et je suis à votre disposition, ainsi qu'avec l'aide de Pierre Bienvenu éventuellement, parce que pour l'instant, je ne vois pas les questions posées. Mais merci de votre attention. Merci beaucoup, hein, Nicolas. C'était très intéressant, cette revue de presse un peu, hein, parce qu'on est évidemment noyé sous les informations. Tu as réussi à mettre ça dans son contexte, à nous présenter les choses de manière structurée. Donc, je pense que c'était vraiment utile pour les étudiants sur un sujet, certes, précis, mais qui est important, et en particulier pour eux, hein, qui sont donc étudiants du master Money Bank Finance. Alors, il y a des questions. Hilaire parle de l'instant payment. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux répondre à ça. C'est une question. Vas-y, Pierre. Oui, le paiement instantané, en fait, effectivement, c'est quand on transfère immédiatement les fonds d'une personne A à une personne B. L'expérience la plus historique du paiement instantané, c'est les espèces. Mais dans sa version électronique, c'est plus récent. Alors, il y a plusieurs schémas de paiement instantané. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais effectivement, on espère bien que les paiements instantanés, qui se font généralement sous le format de virement instantané, se développent fortement avec la crise, parce que c'est un moyen de paiement qu'on considère tout à fait innovant et sûr. Donc, il y a Paylib qui est développé par plusieurs grandes banques françaises, et qui permet de faire ces virements instantanés entre personnes. Il y a Lydia qui est du paiement instantané, mais qui est en fait c'est de la monnaie électronique. Et quand on est dans la monnaie électronique, on est dans un réseau fermé, c'est-à-dire que à la fois l'acheteur, enfin le payeur et le bénéficiaire sont au sein du même réseau. Donc, quand on est dans un réseau fermé, tout transfert de fonds se fait de façon instantanée. Enfin, en tout cas, peut se faire de façon instantanée. Quand, au contraire, on est dans deux banques différentes, techniquement, il y a les systèmes de connexion qui doivent être paramétrés pour que ce transfert de fonds se fasse de façon instantanée. Et c'est là toute la difficulté, mais on espère bien que ça se développe avec la crise. On est au début de l'histoire là-dessus. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs là qui arrivent. Bon, bah, c'est très bien. Notamment sur la monnaie digitale centralisée, la monnaie digitale banque centrale. C'est en dehors de tout contrôle politique, je pense que c'est une référence à Libra, le projet de monnaie de Facebook, qui d'ailleurs, je le signale, a fait l'objet d'une nouvelle version présentée tout récemment
par Facebook et visant à essayer de réduire les objections qui avaient été exprimées par les autorités à l'égard de ce projet. Mais effectivement, actuellement, les banques centrales sont en train de réfléchir à l'évolution des moyens de paiement qu'elles mettent à disposition du public, tout en conservant les billets, et tant qu'il y aura une demande pour ça. Donc un certain nombre de banques centrales, et la plus en pointe sur le sujet, c'est la Banque de Suède, qui, avec son projet e-Krona, a récemment démarré une expérience pilote, et c'était ça le sujet d'examen pour mes étudiants, une expérience pilote pour développer une monnaie émise par la Banque centrale, mais sous une forme digitale, au lieu d'être sous la forme de billets et de pièces mises à la disposition du public. Il est assez probable que cette idée de monnaie digitale de banque centrale va se développer, mais pour l'instant, au niveau européen, puisque nous avons une monnaie unique qui est l'euro, donc c'est au niveau de l'eurosystème qu'il y a des réflexions et des travaux en cours. La Banque de France a récemment lancé une initiative d'appel à candidature sur les expérimentations de monnaie digitale de banque centrale. D'autres banques centrales ont également fait, j'ai cité la banque de Suède. Donc il est assez probable que on verra ce type de choses évoluer dans ce sens-là. Bien entendu, comme la monnaie est un bien public, un bien collectif, l'idée est qu'il faut que ces monnaies digitales restent sous contrôle politique et non pas en dehors de tout contrôle politique. Je suis désolé de devoir interrompre. Je pense que, enfin voilà, on dépasse un peu largement là. Je vous remercie encore, Pierre et Nicolas. C'est vraiment très sympa de nous avoir fait part de votre expérience. Merci Gunther. À bientôt. Merci Nicolas. De rien.